Il n'y a pas moins de 3,5 milliards d'années, un événement très spécial eut lieu sur Terre. Une cellule vivante est créée à partir de composés chimiques. La cellule se divise et se multiplie. Cet événement marque le début de la vie. L'évolution biologique progresse et nous apporte des cyanobactéries environ 1 milliard d'années plus tard. Ces organismes unicellulaires transforment l'eau, le gaz et la lumière du soleil en leur propre nourriture, le sucre. La photosynthèse est inventée. Ils produisent également de l'oxygène qui s'accumule lentement dans l'atmosphère terrestre. À ce jour, les micro-organismes présents dans l'eau produisent la majeure partie de l'oxygène vital de notre planète. Pendant une durée énorme de 3 milliards d'années, les seuls habitants de la Terre sont les plus simples créatures vivantes, composées de quelques cellules seulement. Jusqu'à ce que tout aille très vite, il y a environ 500 millions d'années. Des organismes multicellulaires se développent. Les plantes et les animaux colonisent la Terre et, en un temps relativement court, de nombreuses espèces apparaissent. La biodiversité est le fondement des systèmes écologiques stables. Chaque zone, chaque plante et chaque animal de notre planète est un habitat pour des millions de micro-organismes. Les bactéries, les champignons, les algues et les virus en font partie. Beaucoup d'entre eux nous sont encore totalement inconnus. Si un espace vital est détruit ou si une espèce supérieure disparaît, des milliers de micro-organismes encore inconnus disparaissent. Nous les appelons micro-organismes simplement parce qu'ils sont très petits. Rien que dans la zone racinaire d'une plante vivent des milliards d'êtres vivants microscopiques. L'ensemble de cette communauté est appelé microbiome. Dans chaque microbiome, l'interaction entre les habitants et leurs tâches respectives est essentielle au fonctionnement de la communauté. Les champignons, par exemple, favorisent l'acquisition d'eau et des minéraux par les plantes avec leurs fins filaments mycéliens. En échange, ils reçoivent du sucre de la plante. Certaines bactéries peuvent convertir l'azote de l'air et le fournir aux plantes. Certaines plantes, en particulier les légumineuses, forment même des nodules au niveau de leurs racines, où des milliards de bactéries trouvent un foyer. Les micro-organismes à la surface des feuilles ne sont pas installés aussi confortablement que les bactéries nodulaires. Les changements rapides de chaleur, de pluie et de vent leur font du bien. Souvent, les micro-organismes sont apportés par le vent à des centaines de kilomètres de distance. Les bactéries les plus communes sur les feuilles sont les méthylobactéries. Elles participent en partie au goût des fruits et légumes. Un microbiome diversifié se trouve également à l'intérieur de la plante. Des millions de bactéries peuvent s'y accumuler, mais ce n'est pas uniquement leur nombre important qui crée des avantages. Beaucoup de bactéries identiques n'améliorent pas la vie de la plante. C'est le nombre de micro-organismes différents qui habitent dans la plante qui est déterminant pour elle. Biodiversité. Et ce principe s'applique également à des systèmes fabriqués par l'être humain, tels que l'agriculture. Plus un habitat diversifié et riche en espèces, plus il est sain. Pendant de nombreuses décennies, l'être humain a ignoré ce principe et perturbé l'équilibre à cause d'une exploitation intensive et de la monoculture. Une vache n'est pas seulement une vache, c'est aussi le domicile de milliards de bactéries. De nombreuses plantes sont en fait indigestes pour la vache. Cette tâche est prise en charge par des bactéries. Elles vivent en symbiose avec la vache et font fermenter les fibres végétales qui deviennent des sucres nutritifs. Ce qui ne peut pas être décomposé dans l'estomac est à nouveau transporté dans la bouche et mâché à nouveau. La bouillie de plantes ruminées arrive dans un autre estomac. Les micro-organismes qui y résident transforment la bouillie en composants digestibles. Mais une partie des micro-organismes eux-mêmes sert également de nourriture à la vache. En plus d'une moyenne de 100 kg d'herbe, une vache digère jusqu'à 10 kg de micro-organismes par jour. La composition du lait varie en fonction des plantes que la vache mange et des organismes qui vivent dans son microbiome. Le lait devient acide parce que les bactéries lactiques convertissent le sucre en acide.
Les protéines du lait forment des grumeaux dans cet environnement acide, ce qui rend le fromage ferme. De plus, un environnement acide empêche l'implantation de bactéries nocives et rend ainsi les produits laitiers durables. Mais les bactéries lactiques ne sont pas seulement présentes dans le lait. Elles vivent aussi sur les plantes et sont responsables du fait que les herbes se transforment en choucroute ou les légumes en légumes aigres. Ce sont des bactéries extrêmement bénéfiques qui sont bonnes pour notre santé. Voici à quoi ressemble l'intestin d'une personne de l'intérieur. Les villosités intestinales et les microvillosités encore plus petites augmentent considérablement la surface interne de l'intestin. L'intestin est l'habitat de plus de 99% de tous les micro-organismes présents chez l'être humain. Jusqu'à 1000 types de bactéries différents vivent dans nos intestins. Et qui allons-nous y retrouver? Les bactéries lactiques. Encore une fois, elles forment un bouclier protecteur contre les organismes dangereux tels que Candida, un champignon qui, en cas de prolifération excessive, peut entraîner des infections désagréables. Les bifidobactéries agissent également à la manière d'un bouclier. Elles occupent l'espace présent sur les parois intestinales et empêchent ainsi tout simplement que des micro-organismes nocifs puissent s'y installer. Là où traînent des bifidobactéries, le corps humain produit également en plus grande quantité ses propres gardiens qui préservent la santé, les cellules immunitaires. Les virus en constituent des formes particulières. Ils ne sont pas des êtres vivants par définition, car ils ne peuvent pas se multiplier de manière autonome. Ils ont besoin d'un hôte pour cela. Certains virus, appelés phages, attaquent exclusivement les bactéries. Le virus T4 n'injecte son ADN viral que dans les bactéries E. coli. La bactérie infectée produit alors des virus T4 jusqu'à ce qu'elle éclate. Ce processus est totalement inoffensif pour l'être humain. Au contraire, en médecine, des travaux sont en cours pour programmer des phages afin qu'ils puissent éliminer de manière ciblée les bactéries nocives. La thérapie par phage peut être ainsi utilisée comme alternative aux antibiotiques contre les maladies bactériennes. Les micro-organismes sont les plus anciens êtres vivants de notre planète. La plupart d'entre eux n'ont, en outre, pas encore été découverts ni étudiés. Cela est lié au fait que nous n'avons pas pu les observer pendant longtemps. Ce n'est qu'avec les microscopes que la recherche a pu s'intéresser à ce monde. Cependant, de nombreuses découvertes, nouvelles et révolutionnaires, ne sont devenues possibles que grâce à l'invention du microscope électronique et à la recherche sur l'ADN. Grâce à la recherche sur le microbiome, nous commençons à comprendre à quel point les interdépendances entre les humains, les animaux, les plantes et les micro-organismes sont étroites et complètes. Sans microbiome, ni un brin d'herbe, ni une vache, ni l'être humain ne peuvent survivre. Par conséquent, la recherche sur le microbiome concerne un large éventail de domaines, de la médecine aux systèmes alimentaires, en passant par l'économie et la technologie. Il est extrêmement important que tous les domaines concernés travaillent en étroite collaboration pour en savoir plus sur le monde des microbiomes. Le fait que les micro-organismes dominent notre monde devient de plus en plus évident. La façon dont ils le font est encore un très grand secret.